Il y a des noms qui ne traversent jamais seuls l'histoire populaire française. Dès qu'on prononce Johnny Hallyday, d'autres silhouettes apparaissent aussitôt autour de lui. Les musiciens, les auteurs, les amis de scène, les enfants, les femmes, les fidèles, les absents et bien sûr Laetitia Hallyday. Depuis la mort du chanteur, son image n'a cessé d'être observée, discutée, défendue, parfois contestée. Autour d'elle, tout semble avoir pris une dimension plus grande que la simple mémoire d'un artiste. Il ne s'agissait plus seulement de chansons, d'albums ou de concerts. Il s'agissait d'héritage, de loyauté, de douleur, de contrôle symbolique, de famille et de récit public. Pascal Obispo, lui, appartient à une autre catégorie de témoins. Il n'est ni héritier, ni membre de la famille, ni chroniqueur de scandale. Il est un artiste qui a travaillé avec Johnny, qui a contribué à l'un de ses hymnes les plus puissants et qui a connu de près la mécanique d'un mythe. Lorsqu'il parle de Johnny, il ne parle pas seulement d'une star, il parle d'une voix, d'un corps de scène, d'un homme entouré, protégé, admiré, mais aussi enfermé dans son propre personnage. Alors, quand Pascal Obispo évoque cet univers, beaucoup y entendent une reconnaissance implicite. Laetitia Hallyday n'a jamais été une simple présence décorative dans la vie de Johnny. Elle a occupé une place centrale, difficile, stratégique, affective et publique. Une place que certains ont admirée, que d'autres ont contestée, mais que personne ne peut réellement ignorer. C'est peut-être cela, finalement, que tout le monde soupçonnait. Non pas une vérité brutale, non pas une révélation fracassante, mais une évidence longtemps enveloppée dans le bruit médiatique. Après Johnny, Laetitia est devenue l'un des derniers visages de son héritage. Et cette position, aussi forte soit-elle, a eu un prix. Avant de parler de Laetitia Hallyday, il faut d'abord comprendre la position particulière de Pascal Obispo dans l'univers Johnny. Il n'est pas un membre du clan, il n'est pas un héritier. Il n'a jamais occupé la place d'un intime absolu dans les récits familiaux. Pourtant, son nom reste attaché à une période essentielle de la carrière de Johnny Hallyday. Celle où la légende devait continuer à brûler, malgré les années, malgré les modes, malgré le poids de son propre passé. Pascal Obispo arrive dans cette histoire par la seule porte qui ne ment jamais vraiment chez Johnny, la musique. À la fin des années 1990, Johnny Hallyday n'a plus rien à prouver. Il a déjà traversé plusieurs vies publiques. Il a été l'idole des jeunes, le rocker contesté, le survivant des excès, le chanteur populaire, l'homme des grands stades. Il a connu l'adoration, les critiques, les renaissances. Mais une question demeure. Comment continuer à être Johnny quand tout le monde croit déjà vous connaître? C'est dans ce contexte qu'apparaît une chanson devenue emblématique, « Allumer le feu ». Le titre n'est pas seulement un succès, il est une formule, une injonction, une promesse faite au public. Johnny ne vient pas seulement chanter, il vient provoquer une déflagration collective. Dans cette chanson, Pascal Obispo saisit quelque chose de fondamental. Johnny n'est pas un interprète comme les autres. Sa voix ne suffit pas, sa présence ne suffit pas. Tout doit être pensé pour l'impact. Le morceau doit pouvoir tenir dans un stade, traverser les cris, survivre au projecteur, devenir un moment où la foule oublie qu'elle regarde un homme et croit voir un mythe. Obispo, en tant que compositeur et artiste, comprend cette mécanique. Il sait qu'une chanson destinée à Johnny doit être plus qu'un bel objet musical. Elle doit porter une image. Elle doit agrandir celui qui la chante. Elle doit donner au public l'impression que Johnny recommence à chaque fois sa propre légende. Cette collaboration donne à Pascal Obispo un point d'observation rare. Il voit Johnny non seulement comme une star, mais comme un corps de travail. Derrière l'image du rocker instinctif, il y a une construction exigeante. Des choix, des tensions, des attentes, des discussions. Johnny appartient à une industrie, à une scène, à une mémoire collective. Rien autour de lui n'est jamais neutre. Et c'est précisément là que la présence de Laetitia Hallyday prend une autre dimension. À première vue, Laetitia pourrait sembler éloignée du travail musical d'Obispo. Elle n'est ni compositrice, ni productrice au sens artistique du terme. Elle n'écrit pas les chansons. Elle ne les interprète pas. Pourtant, dans l'écosystème Johnny, personne ne peut séparer complètement la musique de la vie privée. Chez lui, l'homme et le personnage se confondent depuis toujours. Ce qu'il chante résonne avec ce que le public croit savoir de lui. Ses amours, ses douleurs, ses excès, ses fidélités et ses ruptures deviennent une partie du décor. Laetitia entre dans cette vie comme épouse. Mais elle devient progressivement beaucoup plus qu'une épouse dans le regard extérieur, elle est celle qui accompagne, celle qui apparaît à ses côtés, celle qui semble organiser une forme de stabilité autour d'un homme longtemps associé au mouvement, au risque et à la démesure. Pour les uns, elle a représenté un apaisement, une présence jeune, déterminée, capable de ramener Johnny vers une vie plus structurée. Pour d'autres, elle a incarné un filtre, une frontière, une personne par laquelle il fallait passer pour accéder au chanteur. Ces deux lectures ne s'annulent pas nécessairement. Elles peuvent coexister. Car protéger une légende, c'est aussi limiter l'accès à cette légende.
Dans le monde de Johnny, tout le monde voulait une part de lui. Les amis, les anciens compagnons de route, les musiciens, les producteurs, les journalistes, les fans, les membres de la famille. Chacun possédait son souvenir, sa vérité, son droit affectif. Mais un homme ne peut pas rester disponible à tous sans se perdre. Autour de lui, il fallait donc organiser, filtrer, décider. Laetitia a occupé cette fonction, volontairement ou par la force des circonstances. Et cette fonction, dans un univers aussi chargé, ne pouvait qu'attirer les critiques. Pascal Obispo, lui, observe ce monde avec la sensibilité d'un artiste. Il sait que les grandes carrières ne sont jamais seulement des trajectoires individuelles. Elles sont faites d'entourage. Certains protègent, d'autres influencent, certains réparent, d'autres divisent. Les frontières sont rarement claires. Lorsqu'il évoque Johnny, Obispo donne souvent l'impression de revenir à l'essentiel. La puissance de l'artiste, la force du répertoire, l'énergie de la scène. Mais en parlant de cette énergie, il révèle aussi indirectement tout ce qui l'entourait. Une chanson comme « Allumer le feu » ne devient pas un symbole par hasard. Elle surgit dans un univers où chaque geste, chaque mot, chaque apparition contribue à maintenir une flamme déjà immense. Johnny devait rester Johnny. C'était une exigence artistique, commerciale, médiatique, presque nationale. Laetitia, dans cette équation, a été l'une des personnes chargées de préserver cette image dans les dernières années. Non pas seule, non pas sans contradiction, mais de manière suffisamment visible pour que son rôle devienne impossible à ignorer. C'est pourquoi le regard de Pascal Obispo importe. Il ne parle pas depuis les querelles d'héritage, il parle depuis la musique. Et la musique montre souvent ce que les discours cachent. Johnny était entouré, guidé, porté, parfois protégé jusqu'à l'excès. Sa légende avait besoin d'un cercle. Laetitia faisait partie de ce cercle. Plus encore, elle en est devenue l'un des visages les plus exposés. Le public a longtemps soupçonné cela. Derrière la dernière image de Johnny, il y avait une organisation, une volonté, une présence centrale. Laetitia n'était pas seulement à côté de lui sur les photographies. Elle était dans la construction du dernier récit. Ce constat ne dit pas si elle a eu raison ou tort, il ne tranche pas les débats familiaux, il n'efface ni les blessures de Laura Smith, ni celles de David Hallyday, ni les critiques adressées à la veuve. Il permet seulement de poser une base plus objective. Dans la dernière partie de la vie de Johnny, Laetitia a occupé une place déterminante. Pascal Obispo, parce qu'il connaît la scène et la fabrication des mythes, semble comprendre mieux que beaucoup cette réalité. On ne maintient pas une légende par hasard. Il faut des chansons, des images, des décisions, des silences, des protections. Il faut parfois dire non. Il faut parfois fermer une porte. Il faut parfois accepter d'être détesté par ceux qui se sentent tenus à distance. Laetitia Hallyday a peut-être été aimée pour ce qu'elle a apporté à Johnny. Elle a aussi été critiquée pour ce qu'elle aurait empêché autour de lui. Entre ces deux perceptions, il existe une zone plus nuancée, plus humaine, plus difficile à raconter, celle d'une femme devenue gardienne d'un homme que la France entière croyait connaître. Et dans cette zone, Pascal Obispo apparaît comme un témoin discret mais révélateur. Il ne livre pas une vérité judiciaire. Il ne donne pas un verdict moral. Il rappelle simplement, par la place qu'il occupe dans l'histoire musicale de Johnny, que tout autour du chanteur était plus complexe qu'un simple conflit de personnes. Avant d'être une affaire d'héritage, l'histoire Hallyday est une affaire de feu. Un feu que Johnny allumait sur scène. Un feu que ses proches ont tenté de protéger. Un feu que Laetitia a voulu garder vivant. Et un feu qui, depuis sa disparition, continue de brûler ceux qui s'en approchent trop. Pour comprendre la place de Laetitia Hallyday dans l'histoire de Johnny, il faut accepter une réalité simple. Elle n'a jamais été perçue comme une épouse ordinaire. Dès son apparition durable aux côtés du chanteur, son image a été regardée, commentée, interprétée. Chaque geste semblait prendre une signification. Chaque silence devenait un indice. Chaque apparition publique alimentait une lecture différente. Dans la vie d'un artiste comme Johnny Hallyday, l'intimité n'existe jamais complètement à l'abri. La maison devient parfois un décor, la famille devient un sujet national. Le couple devient une histoire que le public croit connaître. Avec Laetitia, ce phénomène a pris une ampleur particulière, car elle a accompagné Johnny dans la dernière grande période de sa vie. Celle des tournées monumentales, des hommages populaires, mais aussi de la maladie, du retrait progressif et de la disparition. Pendant longtemps, elle a été présentée comme la femme qui avait apporté de la stabilité. Johnny, avant elle, portait déjà une réputation faite de passion, d'excès, de départ, de retour et de blessures anciennes. Laetitia est arrivée dans ce récit comme une figure d'équilibre. Plus jeune, très présente, souvent photographiée avec lui, elle semblait incarner une forme de foyer retrouvé. Cette image a marqué les esprits. Elle montrait un Johnny moins solitaire, entouré d'une épouse et de 2 filles adoptives. Elle proposait au public une dernière version de l'idole. Non plus seulement le rocker en cuir face à une foule, mais un homme de famille, un père, un mari, un être vulnérable derrière la légende.
Pour ses défenseurs, Laetitia a été celle qui l'a accompagnée, soutenue, protégée dans des années physiquement et émotionnellement difficiles. Elle aurait été la présence constante, celle qui restait lorsque les projecteurs s'éteignaient. Dans cette lecture, son rôle n'a rien d'ambigu. Elle a partagé le quotidien d'un homme malade, fatigué, mais encore habité par le besoin de scène. Mais une autre lecture s'est progressivement imposée chez une partie du public et de l'entourage. Selon cette perception, Laetitia ne se contentait pas d'accompagner Johnny. Elle aurait aussi contribué à organiser l'accès à lui. Certains proches se seraient sentis tenus à distance. Certains anciens amis auraient eu le sentiment de ne plus retrouver le Johnny qu'ils avaient connu. Des tensions anciennes, déjà présentes dans la vie du chanteur, se seraient cristallisées autour d'elle. Il serait trop simple d'affirmer que ses reproches disent toute la vérité. Il serait tout aussi simple de les balayer entièrement. Dans l'univers d'une star de cette dimension, la protection et le contrôle se ressemblent parfois. Celui qui protège ferme des portes. Celui qui filtre peut croire agir par amour. Celui qui se sent exclu peut transformer une distance en accusation. C'est ce qui rend la figure de Laetitia si complexe. Elle est devenue, au fil des années, l'un des points de passage de la mémoire Hallyday. Avant même la disparition de Johnny, elle participait déjà à la manière dont le public voyait la dernière partie de sa vie. Après sa mort, cette place a changé de nature. Elle n'était plus seulement l'épouse du chanteur. Elle devenait sa veuve, son héritière médiatique, la femme chargée de faire vivre un nom qui dépassait largement la sphère familiale. C'est là que la tension a explosé. La succession de Johnny Hallyday n'a pas été vécue par le public comme un simple dossier juridique. Elle a été ressentie comme une affaire intime nationale. Beaucoup de Français avaient grandi avec lui. Ils avaient revu ses mariages, ses ruptures, ses enfants, ses retours sur scène. Ils avaient l'impression, parfois illusoire mais sincère, de faire partie de cette histoire. Lorsque le conflit entre Laetitia, Laura Smet et David Hallyday est devenu public, il a donc réveillé bien plus qu'une curiosité médiatique. Il a touché à l'idée de justice familiale. Laura Smet et David Hallyday représentaient une mémoire ancienne. Celle des enfants du chanteur, celle des premières familles, celle des blessures qui précèdent l'arrivée de Laetitia. Face à eux, Laetitia représentait la dernière famille, le dernier foyer, la dernière présence quotidienne. Deux légitimités se faisaient à face. La première était celle du sang, de l'enfance et de l'histoire longue. La seconde était celle de la vie partagée jusqu'au bout. Aucune des deux ne pouvait être totalement effacée. Pourtant, dans l'opinion publique, les positions se sont rapidement durcies. Certains ont vu en Laetitia une veuve attaquée trop brutalement au moment du deuil. D'autres ont vu en Laura et David des enfants blessés par une organisation successorale qu'ils jugeaient injuste. La presse a amplifié les oppositions. Chaque déclaration, chaque absence, chaque photographie semblait confirmer le récit d'un camp ou de l'autre. Dans cette atmosphère, Laetitia Hallyday est devenue une figure presque impossible à regarder calmement. Tout ce qu'elle faisait était interprété. Si elle parlait, on l'accusait de se justifier. Si elle se taisait, on y voyait de la froideur. Si elle organisait des hommages, certains y lisaient une volonté de préserver la mémoire. D'autres y voyaient une manière de garder la main sur l'image de Johnny. Ce phénomène montre à quel point le rôle de gardienne du temple est lourd. Garder la mémoire d'un artiste, ce n'est pas seulement conserver des objets, publier des photos ou autoriser des hommages. C'est choisir un récit. C'est décider quelles images seront montrées, quelles périodes seront mises en avant, quels mots seront employés, quelles blessures resteront dans l'ombre. Laetitia s'est retrouvée au centre de cette responsabilité. Pascal Obispo, de son côté, permet de comprendre pourquoi cette responsabilité ne pouvait pas être neutre. Johnny n'était pas seulement un chanteur, il était une construction collective. Ses chansons, ses concerts, ses amours, ses excès, ses douleurs et ses renaissances formaient un récit national. Après sa mort, ce récit devait continuer. Mais qui pouvait le conduire sans être contesté? Laetitia avait une réponse implicite. Celle qui était là à la fin pouvait préserver le dernier Johnny. Mais cette réponse ne suffisait pas à ceux qui avaient connu d'autres Johnny. Le Johnny des enfants n'était pas toujours celui de Laetitia. Le Johnny des anciens amis n'était pas toujours celui des dernières années. Le Johnny des fans n'était pas celui des documents juridiques. Chacun possédait une image légitime mais incomplète. C'est peut-être dans cette fragmentation que naît le soupçon dont parle le titre. Beaucoup ont pensé, sans toujours pouvoir le formuler, que Laetitia avait progressivement occupé une position dominante dans l'organisation du monde Hallyday. Non pas forcément par calcul froid, mais parce que les circonstances, l'amour, la maladie, la célébrité et la fin de vie l'avaient placée là. Cette place dominante a pu être vécue comme nécessaire par certains et excessive par d'autres. Il faut aussi considérer la dimension humaine. Devenir veuve de Johnny Hallyday, ce n'était pas seulement perdre un mari, c'était devenir dépositaire d'une absence publique. À partir de ce moment, Laetitia ne pouvait plus pleurer seulement en privé. Son deuil était observé, ses choix étaient commentés,
Ses erreurs supposées étaient amplifiées. Sa manière de parler de Johnny devenait un acte public. Cette exposition permanente crée une pression considérable. Elle explique peut-être certains gestes défensifs, certaines maladresses, certaines décisions mal reçues. Elle n'excuse pas tout, mais elle permet de comprendre que la gestion d'un mythe est rarement propre, simple ou apaisée. Dans une famille ordinaire, les conflits d'héritage restent souvent douloureux mais limités à un cercle restreint. Dans le cas Hallyday, tout s'est déroulé sous les yeux du pays. Le chagrin a été transformé en débat, les liens familiaux sont devenus des dossiers, les souvenirs ont été comparés comme des preuves. Laetitia, dans cette tempête, a dû défendre sa place. Et plus elle la défendait, plus certains la jugeaient centrale. C'est le paradoxe de son rôle. Elle a voulu protéger une mémoire, mais cette protection l'a exposée comme jamais. Elle a voulu préserver une image, mais cette image est devenue un champ de bataille. Elle a voulu parler au nom du dernier Johnny, mais d'autres voix ont réclamé le droit de parler au nom d'un Johnny plus ancien. Pascal Obispo n'a pas besoin de prendre parti pour que son regard éclaire la situation. En tant qu'artiste, il sait qu'une légende ne survit jamais sans médiateur. Il faut des héritiers, des producteurs, des témoins, des chansons, des archives, des récits. Laetitia est devenue l'une de ces médiatrices. Peut-être la plus visible, peut-être la plus contestée. C'est pourquoi elle fascine encore. Elle incarne à la fois l'amour final, la fracture familiale, la mémoire officielle et le soupçon d'exclusion. Elle est le visage d'un Johnny intime que le public n'a jamais vraiment connu, mais aussi le symbole d'un Johnny que certains proches ont eu peur de perdre une seconde fois. Dans cette histoire, rien n'est totalement noir ou blanc. Laetitia Hallyday peut être vue comme une femme ayant accompagné son mari jusqu'au bout. Elle peut aussi être perçue comme une figure ayant concentré trop de pouvoir autour de son image. Ces deux perceptions existent, et elles expliquent pourquoi son nom continue de provoquer autant de réactions. Le véritable enjeu n'est donc pas seulement de savoir si Laetitia a eu raison ou tort. Il est de comprendre comment une épouse devient, après la mort d'une icône, la gardienne d'un temple que tout le monde estime avoir le droit de visiter. Et dans le cas de Johnny Hallyday, ce temple ne contient pas seulement des souvenirs. Il contient une part de l'imaginaire français. Il contient les chansons d'une génération. Il contient les blessures d'une famille. Il contient les attentes d'un public immense. Laetitia s'est retrouvée au milieu de tout cela. C'est cette position, plus que n'importe quelle rumeur, qui explique pourquoi elle reste au cœur du récit. Elle n'a pas simplement hérité d'un nom. Elle a hérité d'un feu que personne ne voulait voir s'éteindre, mais que chacun voulait tenir à sa manière. Les procès cherchent des responsables. La musique, elle, garde les empreintes. Dans l'histoire Hallyday, la justice a occupé une place immense après la disparition de Johnny. Les mots testament, héritage, succession, droit français, droit américain, accord familial ont envahi l'espace public. Pendant des mois, le nom de Johnny n'a plus seulement été associé aux guitares, au stade et au refrain. Il s'est retrouvé lié à des documents, à des avocats, à des communiqués, à des interprétations contradictoires. Cette période a profondément modifié le regard porté sur Laetitia Hallyday. Avant, elle était surtout l'épouse. Après, elle est devenue la figure centrale d'un conflit. Tout semblait passer par elle. La mémoire du chanteur, la succession, les hommages, la parole publique, les tensions avec les aînés. Mais réduire cette histoire à un dossier juridique serait une erreur. Car Johnny Hallyday ne fut jamais seulement un patrimoine. Il fut une voix, un corps sur scène. Une manière d'entrer dans une chanson comme dans un combat. Et c'est précisément ce que Pascal Obispo, en musicien, permet de rappeler. Pour un artiste comme Obispo, Johnny ne se comprend pas d'abord par les contrats ou les archives familiales, il se comprend par l'énergie, par l'impact, par cette capacité rare à transformer une chanson en événement collectif. Quand Johnny chantait, il ne se contentait pas d'interpréter. Il semblait prendre possession d'un espace. Il faisait de la scène une arène, du public une foule debout, du refrain une promesse. Allumer le feu résume cette dimension. Ce titre est devenu plus qu'un morceau populaire. Il a cristallisé une idée. Johnny devait toujours recommencer, toujours raviver la flamme, toujours donner l'impression que le dernier concert pouvait être le premier d'une nouvelle vie. Cette exigence a fait sa grandeur. Elle a aussi créé autour de lui une pression permanente. Car maintenir Johnny au sommet ne relevait pas seulement du talent. Il fallait une organisation, une stratégie, des choix artistiques, des proches capables de soutenir, d'encadrer, parfois de protéger. Un mythe ne survit jamais sans structure. Même les artistes les plus libres sont entourés de décisions invisibles. C'est ici que la figure de Laetitia revient, non plus comme sujet de polémique, mais comme élément d'un système. Dans les dernières années, elle a semblé occuper une fonction essentielle, préserver l'homme et l'image. Ces deux missions pouvaient se rejoindre, mais aussi entrer en tension. Protéger l'homme Johnny, c'était peut-être limiter les sollicitations, éloigner certaines pressions, choisir qui pouvait approcher.
Préserver l'image de Johnny, c'était sélectionner les récits, organiser les apparitions, maintenir une cohérence publique autour d'un artiste affaibli par le temps et la maladie. Pour ceux qui l'aimaient, cette attitude pouvait paraître nécessaire. Pour ceux qui se sentaient écartés, elle pouvait ressembler à une confiscation. La musique montre pourtant que Johnny n'a jamais appartenu à une seule personne. Chaque chanson importante de son répertoire est le résultat d'un croisement. Des auteurs, des compositeurs, des musiciens, des arrangeurs, des producteurs et des publics successifs ont participé à sa légende. Johnny portait ses chansons, mais elles venaient souvent d'autres mains. Son génie consistait à les faire siennes, à les brûler de l'intérieur, à les rendre inséparables de son corps et de sa voix. Pascal Obispo le sait mieux que beaucoup. Lorsqu'une chanson devient un hymne, elle échappe à celui qui l'a écrite. Elle échappe même parfois à celui qui la chante. Elle appartient à ceux qui l'ont vécue. Voilà pourquoi le conflit autour de l'héritage Hallyday a tant touché le public. Les fans n'avaient aucun droit juridique sur Johnny, mais ils avaient un lien émotionnel puissant avec lui. Ils avaient chanté avec lui, ils avaient vieilli avec lui, ils avaient associé certaines chansons à leurs propres souvenirs, à leurs parents, à leurs amours, à leur deuil, à leurs années de jeunesse. Dans cette perspective, l'affaire familiale est devenue une affaire collective. Le public ne regardait pas seulement une veuve, des enfants et des avocats. Il regardait une partie de sa propre mémoire se disputer. Laetitia Hallyday s'est retrouvée au centre de ce théâtre émotionnel. Elle pouvait affirmer une légitimité intime, celle des dernières années, du quotidien, de la maladie, de la présence jusqu'au bout. Laura Smet et David Hallyday pouvaient, eux, incarner une légitimité filiale. Celle de l'origine, du lien de sang, des blessures anciennes, de la place des enfants dans la mémoire d'un père. Ces deux vérités n'étaient pas identiques, mais elles existaient toutes les deux. La musique, encore une fois, permet de comprendre cette coexistence. Un artiste comme Johnny a plusieurs vies. Il n'existe pas un seul Johnny. Il y a le jeune homme des débuts, l'idole adolescente, le rocker des excès, le père imparfait, l'ami de certains, l'époux de différentes périodes, le chanteur des grandes scènes, l'homme malade des dernières années. Chacun de ceux qui l'ont aimé garde une version de lui. Laetitia garde le Johnny de la fin. David et Laura gardent le Johnny du père, même absent, même difficile, même douloureux. Les anciens compagnons de route gardent le Johnny des tournées, des studios, des nuits, des départs. Les fans gardent le Johnny de la scène. Pascal Obispo garde le Johnny capable de transformer une chanson en incendie populaire. Le drame naît lorsque l'une de ses mémoires semble vouloir prendre le dessus sur les autres. C'est pour cela que Laetitia a été autant scrutée. Non seulement parce qu'elle était veuve, mais parce qu'elle semblait parfois représenter la version officielle du dernier Johnny. Une version familiale, contrôlée, protégée, tournée vers les dernières années. Or, une icône nationale résiste toujours à une version unique. Plus un artiste est immense, plus sa mémoire est disputée. Les procès ont donc révélé une fracture, mais ils ne l'ont pas créée entièrement. Cette fracture existait déjà dans la structure même de la vie de Johnny. Plusieurs familles, plusieurs époques, plusieurs fidélités, plusieurs récits. Laetitia n'a pas inventé cette complexité. Elle en a hérité, mais elle l'a aussi incarnée. Et c'est peut-être ce qui la rend si exposée. Dans l'imaginaire public, elle est devenue le visage de la dernière porte, celle qui s'ouvre ou se ferme sur Johnny, celle qui autorise ou refuse, celle qui montre ou garde, celle qui parle ou se tait. Même lorsque cette perception simplifie la réalité, elle s'est installée durablement. Pascal Obispo, en revenant à la musique, propose une autre lecture. Il ne s'agit pas seulement de demander qui contrôle la mémoire de Johnny. Il faut aussi demander ce qui, dans cette mémoire, reste incontrôlable. Une chanson échappe toujours à ceux qui veulent la posséder. Allumer le feu ne dépend plus d'un testament. Elle ne dépend plus d'une maison, d'un accord familial ou d'une photographie publiée. Elle existe dans la mémoire sonore du pays. Elle revient dès qu'une foule la reprend. Elle ressuscite Johnny sans demander la permission à personne. C'est peut-être là que réside la limite du pouvoir de Laetitia, mais aussi la limite du pouvoir de tous les autres. On peut organiser des hommages, on peut gérer des archives, on peut défendre une succession, on peut publier des souvenirs, mais on ne peut pas enfermer complètement ce qu'un artiste a laissé dans la voix des gens. Laetitia peut garder des objets, les enfants peuvent revendiquer une place, les proches peuvent raconter leurs souvenirs, les journalistes peuvent analyser les conflits, mais le public garde les chansons, et les chansons ne signent aucun accord. Cette réalité donne au regard d'Obispo une valeur particulière. Parce qu'il a participé à la création d'un moment musical devenu collectif, il sait que la vraie postérité de Johnny se situe au-delà des murs familiaux. Ce n'est pas nier l'importance de la succession, ce n'est pas minimiser les blessures. C'est rappeler que la légende de Johnny s'est construite dans un espace plus vaste que sa vie privée. Ce rappel est essentiel pour parler objectivement de Laetitia Hallyday. Elle a eu une place centrale, elle a pesé dans le dernier récit, elle a concentré des critiques. Elle a aussi porté une charge difficile.
Mais elle n'a jamais détenu à elle seule tout Johnny. Personne ne le pouvait. Dans le tumulte des années qui ont suivi la mort du chanteur, cette évidence a souvent été oubliée. Les débats ont transformé les personnes en symboles. Laetitia est devenue le symbole de la veuve toute-puissante. Laura et David sont devenus les symboles des enfants écartés. Les fans sont devenus les gardiens émotionnels d'une mémoire blessée. La presse a parfois accentué ces rôles jusqu'à effacer les nuances. Or, la réalité humaine est plus fragile. Laetitia a perdu un mari. Laura et David ont perdu un père. Les fans ont perdu une présence. Les artistes comme Pascal Obispo ont perdu un interprète capable de donner à leurs chansons une dimension presque physique. Chacun a perdu quelque chose de différent, et chacun a voulu préserver ce qui lui restait. C'est dans cette lutte des restes que l'histoire Hallyday continue de fasciner. Après la mort d'un artiste immense, il ne reste jamais seulement des souvenirs. Il reste des droits, des regrets, des silences, des archives, des rancunes, des chansons, des images. Il reste aussi cette question impossible. Qui a le droit de raconter la fin ? Laetitia a voulu, ou a dû, raconter la fin depuis l'intérieur du dernier foyer. Pascal Obispo, lui, semble rappeler que la fin ne raconte pas toute la vie. Et c'est peut-être là que son regard devient précieux. Il replace Johnny dans son mouvement. Il rappelle l'artiste avant le dossier, il rappelle le feu avant les cendres. Il rappelle que la musique garde une vérité que les conflits familiaux ne peuvent pas totalement détruire. Ce que la musique révèle mieux que les procès, c'est que Johnny Hallyday fut toujours plus grand que les appartenances qu'on lui attribuait. Il a appartenu à ceux qui l'ont aimé, certes, mais il a surtout appartenu à l'instant où sa voix rencontrait une foule. Dans cet instant, Laetitia n'est plus l'accusée ou la gardienne. Laura et David ne sont plus les héritiers blessés. Pascal Obispo n'est plus seulement le compositeur. Johnny redevient Johnny. Et peut-être que la seule manière juste d'aborder cette histoire consiste à ne pas choisir une mémoire contre une autre, mais à accepter leur coexistence. Laetitia Hallyday a été centrale dans les dernières années. Les enfants aînés portent une part indiscutable de l'histoire familiale. Les artistes ont façonné la légende. Le public l'a maintenue vivante. Le soupçon devient alors moins une accusation qu'une conclusion nuancée. Oui, Laetitia occupait une position déterminante. Oui, elle a influencé la manière dont le dernier Johnny a été vu, protégé et transmis. Mais cette influence s'inscrivait dans un ensemble plus vaste, fait d'amour, de pouvoir, de fatigue, de maladie, de mémoire et de spectacle. Et dans cet ensemble, la musique demeure le seul espace où Johnny échappe encore à tous. C'est peut-être pour cela qu'elle dérange moins que les procès. Parce qu'elle ne demande pas qui possède. Elle demande seulement qui écoute encore. Il existe des aveux qui ne ressemblent pas à des confessions. Ils ne surgissent pas dans un éclat de voix, ne renversent pas une table, ne dévoilent aucun document secret. Ils prennent parfois la forme d'une évidence formulée trop tard, d'une réalité que tout le monde percevait sans toujours oser la nommer. Dans le cas de Pascal Obispo, l'aveu n'est pas celui d'un règlement de compte. Il n'a pas besoin d'accuser Laetitia Hallyday pour reconnaître ce que beaucoup soupçonnaient déjà. Dans les dernières années de Johnny, elle n'était pas une présence secondaire. Elle était au centre d'un système affectif, familial, médiatique et symbolique. Cette centralité explique presque tout. Elle explique les admirations, elle explique les reproches, elle explique les silences gênés, les réactions passionnées, les débats interminables, elle explique aussi pourquoi, tant d'années après la disparition de Johnny, le nom de Laetitia continue de faire réagir, car le public ne la regarde pas seulement comme une veuve. Il la regarde comme l'une des dernières portes d'accès à l'homme qu'il a aimé. Pour certains, cette place est légitime. Laetitia a partagé les dernières années, les tournées, les inquiétudes, les soins, les fatigues, les moments ordinaires que le public ne voyait pas. Elle a connu le Johnny des matins silencieux, des rendez-vous médicaux, des retours épuisés, des décisions difficiles. Cette proximité intime donne à sa parole un poids particulier. Mais pour d'autres, cette même proximité a fini par devenir une forme de pouvoir. À leurs yeux, Laetitia n'a pas seulement accompagné Johnny, elle a contribué à dessiner le périmètre de son monde. Elle a choisi, filtré, protégé, parfois éloigné. Dans une vie ordinaire, ces gestes resteraient privés. Dans la vie d'une idole nationale, ils deviennent des faits publics. C'est là que naît la contradiction fondamentale de son image. Laetitia peut être perçue comme une femme qui a protégé son mari jusqu'au bout. Elle peut aussi être perçue comme une figure qui a verrouillé l'accès à son héritage. Ces deux perceptions se contredisent, mais elles partent parfois des mêmes gestes. Fermer une porte peut être un acte d'amour. Pour celui qui reste dehors, c'est une exclusion. Pascal Obispo, en artiste, semble comprendre cette ambiguïté. Le monde de Johnny n'était pas simple. Il ne l'a jamais été. Une carrière aussi longue produit des fidélités multiples, des blessures anciennes, des liens contradictoires. Johnny pouvait être généreux et insaisissable, proche et absent, flamboyant sur scène et difficile à rejoindre dans l'intime. Autour de lui, chacun possédait une version différente de l'homme. Laetitia possédait la version finale.
C'est cette version qu'elle a tenté de préserver. Mais le problème d'une légende, c'est que personne n'accepte de n'en recevoir qu'une seule version. Les enfants veulent retrouver leur père, les anciens amis veulent retrouver le compagnon de route, les musiciens veulent retrouver l'interprète, les fans veulent retrouver l'idole, la veuve veut préserver l'homme qu'elle a accompagné jusqu'à la fin. Toutes ces attentes sont humaines. Toutes peuvent entrer en conflit. Après la mort de Johnny, ce conflit est devenu public parce que Johnny lui-même appartenait déjà à l'espace public. La famille Hallyday ne pouvait pas vivre son deuil comme une famille anonyme. Chaque étape était observée. Chaque mot prononcé devenait matière à commentaires. Chaque absence à une cérémonie, chaque photographie, chaque hommage, chaque déclaration semblait confirmer un récit. Laetitia s'est donc retrouvée dans une position presque impossible. Défendre sa place sans paraître s'approprier Johnny, honorer sa mémoire sans donner l'impression de l'utiliser, protéger ses filles sans apparaître comme une héritière froide, répondre aux critiques sans alimenter le scandale. Cette position aurait été lourde pour n'importe qui. Elle devenait écrasante face à l'immensité du nom Hallyday. C'est pourquoi l'aveu implicite que l'on peut lire à travers le regard de Pascal Obispo ne doit pas être compris comme une condamnation. Il s'agit plutôt d'un constat. Laetitia était devenue incontournable. On pouvait l'aimer ou la critiquer, mais on ne pouvait pas raconter les dernières années de Johnny sans elle. Elle était présente dans la maison, présente dans les images, présente dans les décisions, présente dans la maladie, présente dans la mémoire organisée après la disparition. Ce rôle ne fait pas d'elle l'unique détentrice de la vérité, mais il fait d'elle un personnage central du dernier acte. Et ce dernier acte a marqué durablement l'opinion. La France avait accompagné Johnny pendant plus d'un demi-siècle. Elle l'avait vu jeune, rebelle, amoureux, excessif, blessé, triomphant, malade, puis disparu. Le public avait donc l'impression de connaître son histoire. Or, avec le conflit familial, beaucoup ont découvert qu'ils ne connaissaient qu'une partie du récit. Derrière la scène immense, il y avait des fractures. Derrière les chansons, des non-dits, derrière les hommages, des rivalités de mémoire. Laetitia est devenue le visage de cette découverte. Cela ne signifie pas qu'elle en soit la cause unique. Les fractures familiales de Johnny sont plus anciennes, plus profondes, plus complexes. Elles ne commencent pas avec elle. Elles ne se résument pas à elle. Mais parce qu'elle était là à la fin, parce qu'elle était juridiquement et médiatiquement au premier plan, elle a concentré sur son nom des tensions qui dépassaient sa seule personne. C'est souvent le destin des derniers témoins. Ils héritent non seulement de l'amour, mais aussi des comptes non réglés. Dans cette histoire, Pascal Obispo représente une autre forme de témoin. Il n'est pas dans l'héritage, il est dans la trace artistique. Son lien à Johnny passe par une chanson, par la scène, par la mémoire sonore. Cela lui donne une distance utile. Il peut rappeler que Johnny ne doit pas être réduit à ses conflits posthumes. La légende ne s'éteint pas dans une querelle de succession. Elle survit dans ce que les gens continuent d'écouter. Mais cette distance ne supprime pas la question Laetitia. Au contraire, elle la replace à sa juste place. Laetitia n'est pas toute l'histoire. Elle n'est pas non plus un détail. Elle est un passage obligé pour comprendre le dernier Johnny. Celui du foyer, de la maladie, des choix de fin de vie, des hommages et de la bataille autour de la mémoire. Ce que beaucoup soupçonnaient, au fond, c'est que Laetitia avait eu une influence déterminante sur l'accès à Johnny. Le mot « influence » ne doit pas être entendu uniquement de manière négative. Influenceur dans un couple, c'est aussi accompagner, conseiller, protéger, orienter. Mais dans le cas d'une figure aussi immense que Johnny, toute influence devient visible, puis contestable. Laetitia a vécu ce paradoxe jusqu'au bout. Plus elle était proche, plus elle était suspectée. Plus elle défendait Johnny, plus certains avaient l'impression qu'elle le gardait pour elle. Plus elle apparaissait comme veuve légitime, plus les blessures des autres devenaient visibles. Le vrai sujet n'est donc pas seulement Laetitia. Le vrai sujet est la difficulté de survivre à une icône. Une fois l'artiste disparu, ceux qui restent doivent affronter une question impossible. Comment préserver quelqu'un que tout le monde croit posséder? Les fans veulent des souvenirs, la famille veut une place, les médias veulent un récit, les institutions veulent un patrimoine. Les proches veulent défendre leur vérité. Et la veuve, elle, doit vivre avec l'absence quotidienne. Dans ce tumulte, chaque décision devient dangereuse. Trop parler expose à l'accusation de récupération, ne pas parler expose à l'accusation de froideur. Montrer des images peut sembler émouvant ou calculé. Organiser un hommage peut apparaître noble ou intéressé. Rien n'est neutre lorsque le défunt s'appelle Johnny Hallyday. C'est cette absence de neutralité qui rend l'histoire si persistante. Pascal Obispo, en revenant au feu de la scène, offre peut-être une sortie. Il rappelle que Johnny ne se limite pas aux tensions qui ont suivi sa mort. Il rappelle que l'artiste existe encore dans ses chansons, dans les salles, dans les souvenirs des concerts, dans la mémoire de ceux qui ont levé les bras en entendant les premières notes d'un refrain. Mais il ne faut pas non plus se servir de la musique pour effacer le reste.
Les blessures familiales existent, les débats autour de l'héritage ont existé, les critiques contre Laetitia ont existé. Les défenses en sa faveur aussi. Une feng shui objective ne doit ni sacraliser ni accabler, elle doit montrer les lignes de tension. Laetitia Hallyday apparaît alors comme une figure tragiquement moderne. Une femme devenue responsable d'une mémoire trop grande dans une époque où chaque geste est jugé publiquement. Elle n'a pas seulement dû faire face au deuil, elle a dû faire face à l'interprétation permanente de son deuil. Il y a, dans cette situation, quelque chose de profondément humain. Car derrière le nom Hallyday, derrière les millions d'albums, derrière les stades, derrière les batailles judiciaires, il reste des personnes confrontées à la perte. Laetitia a perdu un mari. Laura et David ont perdu un père. Jade et Joy ont perdu une présence familiale. Les fans ont perdu une voix. Les artistes comme Pascal Obispo ont perdu un interprète capable de donner à une chanson une dimension presque mythologique. La difficulté vient du fait que ces pertes ne se ressemblent pas. Et pourtant, chacune réclame reconnaissance. Peut-être est-ce là que l'histoire aurait pu être racontée autrement. Peut-être aurait-il fallu moins de certitude, moins de camps, moins de slogans. Peut-être aurait-il fallu accepter que plusieurs vérités cohabitent sans s'annuler. Laetitia a pu protéger Johnny. Les enfants aînés ont pu se sentir blessés. Les proches ont pu se sentir éloignés. Le public a pu se sentir troublé. Toutes ces réalités peuvent exister en même temps. Mais les mythes supportent mal les nuances. Le public aime les rôles clairs, le héros, la victime, le traître, le gardien, l'enfant oublié, la veuve toute puissante. L'histoire Hallyday a souvent été racontée avec ces figures. Elles sont efficaces, mais elles simplifient. Elles transforment des êtres humains en personnages de drame familial. Pascal Obispo, par sa place extérieure, permet justement de revenir à une forme de complexité. Il ne regarde pas Laetitia seulement comme une protagoniste de conflit. Il la replace dans l'environnement d'un homme dont la vie entière a été publique, contradictoire et démesurée. Johnny avait besoin d'amour, mais aussi de solitude. Il avait besoin de scène, mais aussi de protection. Il avait besoin de fidélité, mais il a vécu plusieurs fidélités successives. Il voulait appartenir au public, mais il restait un homme privé. Laetitia a tenté d'habiter ce paradoxe. C'est peut-être ce qui explique à la fois son importance et les critiques dont elle a fait l'objet. L'aveu sans scandale, finalement, tient en une phrase: Laetitia Hallyday fut l'une des architectes du dernier récit de Johnny. Pas l'unique, pas nécessairement la seule à décider. Pas forcément la figure sombre que certains ont voulu décrire, mais une présence structurante, déterminante, impossible à contourner. Reconnaître cela permet d'éviter deux erreurs. La première serait de la réduire à une manipulatrice froide, responsable de tous les maux. La seconde serait de la présenter uniquement comme une veuve injustement attaquée, sans pouvoir ni influence. La réalité semble se situer entre ces deux caricatures. Elle a eu une place. Cette place a compté. Et parce qu'elle a compté, elle a été contestée. Dans les années à venir, la mémoire de Johnny continuera probablement d'évoluer. Les passions immédiates s'apaiseront peut-être. Les documents, les témoignages, les hommages et les chansons construiront peu à peu une vision plus large. Laetitia y occupera toujours une place importante, mais elle ne pourra pas être la seule clé de lecture. Johnny Hallyday restera aussi celui de ses débuts, de ses amitiés, de ses excès, de ses enfants, de ses collaborations, de ses triomphes, de ses failles. Il restera celui des salles enfumées, des studios, des stades, des routes, des chansons d'amour et des cris de foule. Il restera l'artiste que Pascal Obispo a contribué à rallumer pour une génération nouvelle. Et peut-être que le temps fera ce que le présent n'a pas su faire, séparer la mémoire de la polémique sans effacer la douleur. Car le temps, contrairement au débat médiatique, ne cherche pas toujours un coupable. Il trie, il éloigne le bruit, il conserve les gestes essentiels. Il rend parfois aux figures contestées une part d'humanité que l'actualité leur avait retirée. Laetitia Hallyday sera-t-elle un jour regardée avec plus de distance ? Sera-t-elle retenue comme la gardienne nécessaire d'un homme épuisé par sa propre légende, ou comme celle qui, en voulant protéger le dernier Johnny, a malgré elle accentué les fractures d'un clan déjà fragile ? La question reste ouverte. Et c'est peut-être ce qui rend cette histoire si durable. Elle ne parle pas seulement de Johnny Hallyday, elle parle de la famille, du pouvoir, de la mémoire, de l'amour et de ce qui arrive lorsque la mort transforme les proches en gardiens d'un patrimoine commun. Alors, que pensez-vous de cette lecture ? Laetitia Hallyday a-t-elle été la protectrice indispensable de Johnny ou une figure trop centrale dans la gestion de son héritage ? Pascal Obispo, en rappelant la puissance musicale du chanteur, nous aide-t-il à dépasser les polémiques ou révèle-t-il, au contraire, ce que tout le monde pressentait depuis longtemps ?